Bonsoir. Vous suivez Inside News Review. Pour comprendre la politique radicale de démolition qui secoue Kinshasa, il faut revenir aux catastrophes naturelles qui l'ont déclenchée en 2025. Cette année-là, la capitale a été frappée par une série d'inondations d'une violence inédite. Ce sont ces événements qui ont poussé les autorités à une réponse implacable, une politique de la table rase que nous décryptons ce soir. Les inondations de 2025 ne sont pas des incidents isolés, mais le point culminant tragique d'une vulnérabilité urbaine croissante, documentée depuis des décennies. La gravité exceptionnelle de ces épisodes a agi comme un électrochoc, forçant le gouvernement à envisager une politique de rupture. L'analyse des faits montre une succession de drames qui ont rendu l'inaction politiquement intenable. La chronologie des catastrophes établit un schéma récurrent et alarmant. Avril 2025, les débordements de la rivière Ndjili provoquent une catastrophe à l'échelle de la ville. Le bilan, rapporté par des sources de référence comme Le Monde et l'AFP, est effroyable. 165 morts, plus de 7000 personnes déplacées et plus de 60 000 personnes directement affectées. Juin 2025, à peine 2 mois plus tard, de nouvelles pluies diluviennes s'abattent sur la capitale. Le bilan s'alourdit de 29 morts. Les dégâts matériels ne sont plus une abstraction. Ce sont des habitants circulant en pirogue dans des avenues transformées en rivières. Des dizaines de voitures englouties. Des familles coincées aux étages supérieurs de leur maison avec le rez-de-chaussée envahi par des eaux brunes montant jusqu'à 1,5 mètre de hauteur. Ce n'était pourtant pas la première alerte. Les 120 morts de décembre 2022 auraient dû sonner comme un avertissement tragique, tout comme les crues dévastatrices de fin 2023. Mais les leçons n'ont manifestement pas été tirées. Le bilan humain de ces catastrophes ne se résume pas à des chiffres. Il se traduit par de milliers d'histoires personnelles, de vies brisées et de familles démunies, comme en témoignent les récits des survivants. Derrière les bilans officiels se cachent des drames humains qui illustrent concrètement l'ampleur de la crise. Les témoignages recueillis sur le terrain mettent en lumière la soudaineté et la violence des inondations, ainsi que le désarroi des populations prises au piège. Une habitante de la commune de Massina a décrit une scène apocalyptique. Nous avons brusquement constaté la montée des eaux dans la parcelle. Cela ne faisait que monter davantage. Par précaution, nous avons pris les enfants pour fuir. Il était difficile de passer à certains endroits. À Limete, le témoignage de Christophe Bola, un fonctionnaire, est tout aussi glaçant. L'eau a atteint 1,5 mètre de hauteur. Nous avons juste sauvé nos vies. Ces expériences individuelles sont le symptôme d'un phénomène scientifique et structurel bien identifié par les experts. Pour évaluer la pertinence de la réponse politique, il est indispensable de comprendre les causes profondes de ces inondations. Les analyses scientifiques et les rapports humanitaires convergent pour pointer une crise structurelle où les facteurs humains aggravent les aléas naturels. Les experts du Centre de recherche sur les ressources en eau du bassin du Congo posent un diagnostic sans appel. Kinshasa est exposé à 2 types de risques majeurs: les crues saisonnières du fleuve Congo et les inondations pluviales locales provoquées par des pluies intenses qui font déborder les affluents comme la Ndjili et la Lukaya. Leur conclusion est formelle: la majorité des catastrophes récentes et les plus meurtrières est liée au second type d'inondation. L'impact est démultiplié par l'action de l'homme. L'urbanisation anarchique a massivement augmenté les surfaces imperméables, tandis que l'effondrement des infrastructures de drainage, obstruées par les déchets, empêche toute évacuation. Chaque pluie prévisible se transforme ainsi en un piège mortel. L'échelle de la crise a rapidement dépassé les capacités locales. Le Bureau des Nations Unies, OCHA, estimait déjà en 2024 que 6,9 millions de personnes avaient été touchées par des inondations en Afrique de l'Ouest et centrale. À Kinshasa, l'ONG Médecins sans frontières, MSF, a dû intervenir en urgence dans la commune de Limete pour assister plus de 2500 personnes. Sur le site de Mbukalisou,
MSF a fourni des soins médicaux, 6 latrines, 6 douches, 10 tentes et de l'eau potable. Les pathologies traitées, paludisme, affections urinaires et fièvre typhoïde, témoignent des conditions de vie insalubres des sinistrés. Face à ce cycle infernal et sous la pression d'une opinion publique traumatisée, le gouvernement s'est retrouvé au pied du mur, contraint d'abandonner les demi-mesures pour une solution aussi brutale que spectaculaire: démolir pour prévenir. Suite aux inondations catastrophiques de 2025, le gouvernement congolais a lancé une réponse radicale et sans précédent. Face à l'urgence, les autorités ont opté pour une politique de la table rase, baptisée « Démolir pour sauver ». Cette section décrypte la logique de cette stratégie et expose un paradoxe troublant. Comment l'État en est-il arrivé à démolir ce qu'il a lui-même souvent autorisé à construire? La violence des inondations d'avril 2025 a créé un contexte d'urgence politique. Avec un bilan humain effroyable de 165 morts et 60 000 affectés, l'inaction n'était plus une option. Le gouvernement s'est retrouvé contraint d'abandonner les demi-mesures. La chronologie de la décision officielle est sans équivoque. Le 7 avril 2025, le ministre de l'Urbanisme et de l'Habitat, Crispin Badou, recommande explicitement de procéder à la démolition des constructions anarchiques, comme solution principale. La rhétorique gouvernementale s'est articulée autour de la prévention. Lors des opérations de mai 2025, les responsables provinciaux ont justifié les démolitions comme une mesure nécessaire pour sauver des vies lors des prochaines saisons des pluies. Kinshasa et Tsobonga, l'arsenal politique est opérationnel. Pour légitimer sa campagne, le gouvernorat s'est armé d'un nouvel arsenal politique et juridique. L'action s'est structurée autour du programme phare Kinshasa et Tsobonga. Kinshasa va se redresser, lancé par le gouverneur Daniel Bumba. Ses objectifs: assainissement, embellissement, éradication des marchés pirates et démolition des constructions anarchiques. Pour prouver son engagement, l'hôtel de ville a acquis 100 camions bennes, un investissement logistique destiné à soutenir cette vaste opération. Parallèlement, un nouvel arsenal juridique est venu renforcer l'action de l'État. La loi Luando est entrée en application le 12 août 2025. Son innovation principale est d'introduire un droit pénal à l'aménagement, un cadre qui désormais incrimine et sanctionne l'inobservance des règles d'urbanisme. Cette manœuvre juridique répond au paradoxe de l'État démolissant ses propres permis. En criminalisant rétroactivement l'occupant, cette loi permet à l'État de blanchir sa complicité originelle dans le chaos foncier, transférant toute la culpabilité aux citoyens. Armé de ce double arsenal, le gouvernement a déployé une série d'opérations sur le terrain tout au long de l'année. Avril 2025, Kintambo, démolition liée à la réhabilitation du chemin de fer, laissant de nombreuses familles sans abri. Mai 2025, Ngaliema, destruction de constructions sur les berges de la rivière Mapenza pour faciliter le curage. Juin 2025, baie de Ngaliema, opération de grande envergure dans un rayon de 100 mètres autour du lit du fleuve. Septembre 2025, Makala Bypass, opération sur l'emprise de l'avenue créant de nombreux sans-abri. Novembre 2025, Nsele Massina, lancement officiel de Kinshasa et Tsobonga avec supervision de démolition au marché de la liberté. Si le discours officiel met en avant la restauration de l'ordre, l'exécution révèle une logique punitive et des incohérences qui exposent la faillite de l'État. L'action gouvernementale est perçue comme une punition chaotique. Le paradoxe juridique fondamental mine la confiance. L'État démolit des constructions validées par des titres officiels délivrés par ses propres services. En octobre 2025, le député Steve Mbikaï a jugé inadmissible devant l'Assemblée nationale que des citoyens soient victimes de décisions administratives incohérentes. Sur le terrain, le déploiement opérationnel souffre de lacunes flagrantes. Les victimes dénoncent une absence de préavis suffisant. Augustin Massoudi, dont l'immeuble a été rasé, résume « Les autorités devraient nous accorder
1 ou 2 semaines de préavis. Pire encore, l'État se montre puissant pour détruire, mais incapable de protéger. Le témoignage de Nlandouladi est accablant. Il rapporte que les pillages menés par des gangs de rue, les Kuluna, précèdent l'arrivée des bulldozers. Ils sont précédés par les pillages et maintenant les services de démolition vont passer après, dénonce-t-il, soulignant l'absence de sécurisation par la police. Le discours officiel maintient que l'État agit pour sauver des vies. La réalité vécue est celle d'une destruction brutale et d'un abandon. Pour des milliers de familles, les démolitions ne sont pas une action préventive, mais une punition qui les laisse démunis. Derrière la logique administrative d'un État qui cherche à restaurer la norme, se cache une réalité humaine brutale. Les opérations de démolition à Kinshasa sont avant tout des drames personnels qui se jouent à l'échelle de milliers de familles. La scène se répète, immuable, au lever du jour. Le bruit sourd des pelleteuses déchire le silence, accompagné par la tension des habitants qui assistent, impuissants, à la destruction de leur foyer. Un périmètre de sécurité est établi, non pour protéger les biens, mais pour encadrer l'opération, avec des unités de la police, de la Légion nationale d'intervention, LNI, et de la 14e région militaire. Face à cette force, des familles entières regardent s'effondrer le fruit d'une vie d'investissement. Pour elles, l'État n'est plus un protecteur, mais une force de destruction. Pour saisir la portée de ces opérations, il est impératif d'écouter ceux qui les subissent. Les témoignages recueillis par l'AFP ou Radio Okapi dressent un portrait de désespoir. Passy, une mère de famille de Ngaliema, observe les ruines de sa maison. Sa détresse résume le sentiment général. Regardez, nos biens sont pillés, nos maisons sont détruites et nos affaires volées. Où allons-nous aller? À quelques mètres, Augustin Mazudi, père de 6 enfants, regarde l'effondrement de son immeuble, les yeux larmoyants. Il a tout juste eu le temps de sauver un matelas. Son témoignage met en lumière le double drame de la démolition et du pillage, aggravé par l'absence de préavis. Il ne nous reste plus grand-chose, tout est pillé. Les autorités devraient nous accorder 1 ou 2 semaines de préavis. Le pillage n'est pas un effet secondaire malheureux, mais une caractéristique intrinsèque rendue possible par un vide sécuritaire que l'État semble incapable de combler. L'arrivée des bulldozers est souvent précédée par des vagues de pillage organisées par les Kuluna, sans intervention des forces de l'ordre. Nlandouladi, gérant d'un immeuble, décrit une chronologie qui expose la faillite de l'État. Ils sont précédés par les pillages et maintenant les services de démolition vont passer après. Ils devraient prendre des mesures de précaution pour nous sécuriser. Même pas la police. L'absence de sécurisation transforme les victimes de la démolition en victimes de vol, les laissant doublement démunis. Pendant que l'État fabrique de nouveaux déguerpis sans solution d'accueil, les humanitaires sont submergés par la crise des inondations. L'action de Médecins sans frontières, MSF, à Limete illustre l'ironie tragique. Sur le site de Mbukalizou, MSF assiste plus de 2500 personnes, environ 400 ménages, victimes des inondations. L'aide est vitale, latrines, douches, tentes et eau potable. Les pathologies traitées, paludisme, infections urinaires, fièvre typhoïde, témoignent des conditions insalubres. Le témoignage de Marie Mackez, réfugiée sur ce site, illustre la situation. L'eau est rentrée dans toute ma maison. Aujourd'hui, j'ai tout perdu. Mes enfants n'ont plus de fournitures scolaires. Cette réalité contraste violemment avec la rhétorique d'un État agissant pour le bien public. Cette accumulation de drames révèle une rupture profonde de la confiance. D'un côté, le discours officiel justifie les démolitions par le retour à la norme. De l'autre, la réalité vécue est celle d'une violence d'État, d'un abandon face aux pilleurs et d'une expulsion sans relogement. La rupture touche au fondement de la légalité. Comment l'État peut-il démolir des constructions qu'il a lui-même validées par des titres officiels? En choisissant une méthode punitive, l'État ne résout pas seulement une question d'urbanisme. Il détruit le capital et la dignité de ses citoyens. Pour des milliers de familles,
l'État est désormais perçu comme un agresseur qui fabrique la misère qu'il prétend combattre. Derrière la réponse gouvernementale à la crise du logement se cache une schizophrénie politique troublante. Pour un même problème, l'occupation de zones à risque, l'État a institutionnalisé deux catégories de victimes, avec des traitements radicalement opposés. Notre enquête révèle comment l'administration choisit d'être soit protecteur bienveillant, soit exécuteur implacable. La première facette est celle de la compassion. Les sinistrés, victimes directes des inondations d'avril 2025, bénéficient de la solidarité gouvernementale. Le président Félix Tshisekedi a personnellement ordonné la construction de 1000 logements sociaux près de l'aéroport de Njili, explicitement destinés au relogement des sinistrés. Sur le terrain, une assistance humanitaire est déployée, comme l'intervention de MSF à Limete pour assister 2500 personnes avec des installations sanitaires et médicales. Malgré la précarité décrite par Marie Maquez qui a tout perdu, l'État s'affiche ici en sauveur. La seconde facette est celle de la répression. Les déguerpis, dont les maisons sont détruites par les bulldozers, sont qualifiés d'occupants anarchiques et considérés comme des coupables. Pour eux, l'analyse des sources est catégorique. Il y a une absence totale de plan de soutien. Aucune mention de relogement ou de compensation n'apparaît dans les rapports officiels. L'État qui promet 1000 logements aux uns n'offre que la rue aux autres. Leur désarroi est total, comme en témoigne Passy. Où allons-nous aller? Cette distinction est une décision politique délibérée. Elle permet à l'État de se décharger de ses responsabilités historiques en créant un bouc émissaire, le citoyen anarchique. Le tableau est clair. Famille A, sinistrée, victime de catastrophes naturelles, éligible au logement social. Famille B, déguerpie, occupante anarchique, laissée à la rue sans recours. En punissant le déguerpi, dont la maison est identique à celle du sinistré, l'administration évite de répondre à la question centrale. Qui a permis à cette construction d'exister? La démolition sert d'absolution à une administration défaillante. Elle punit le citoyen pour la faillite de l'État. La crise urbaine actuelle n'est pas un accident récent, mais l'aboutissement d'un demi-siècle de croissance subie et jamais maîtrisée. Les démolitions massives ne sont pas une reprise en main, mais l'aveu d'une faillite systémique. L'anarchie apparente est le produit d'un système défaillant. Au cœur de la crise se trouve un phénomène démographique exceptionnel. L'urbanisation a été alimentée par l'insécurité dans le pays, transformant Kinshasa en refuge surpeuplé. L'exemple de la commune de Kimbanseke illustre cette dynamique. Sa population est passée de 102 881 habitants en 1970 à 915 217 en 2003. En 3 décennies, elle a été multipliée par 9, sans infrastructure de base. Face à cette vague, toute planification a posteriori relevé de la chimère. La tentative la plus significative fut le schéma d'orientation stratégique de l'agglomération de Kinshasa, SOSAC, élaboré en 2013. Ce plan portait des objectifs ambitieux, maîtriser l'expansion, améliorer la voirie et moderniser le logement. Pourtant, sa chute fut spectaculaire. Le financement nécessaire, estimé à 4,7 milliards de dollars, n'a jamais été attribué. Sans volonté politique, le plan le plus structuré jamais conçu est resté une lettre morte sans aucune application contraignante. Le rapport d'ONU Habitat expose une faillite généralisée. Cadre légal, un non-respect des règles urbanistiques et une culture de l'impunité. Gouvernance foncière, l'échec à mettre en place une politique pour les pauvres, aggravée par une loi de 1973 inadaptée. Services de base, les stations d'épuration sont hors service. Ces conditions sont responsables d'environ 88% de la morbidité à Kinshasa. Économie de la survie. La conclusion est terrible. Pour l'accès aux fonciers et aux services, l'autoprise en charge par les ménages est la règle. L'anarchie n'est pas un simple chaos, mais le mode de fonctionnement d'un système produit par une démographie incontrôlée et une paralysie de la planification.
Les quinoas sont piégés. Un État absent les contraint à l'autoprise en charge pour survivre. Puis un État prédateur revient avec la force publique pour détruire le fruit de cette survie. Les bulldozers effacent les preuves d'un demi-siècle de défaillance étatique. L'échec de la planification urbaine peut être interprété comme une stratégie délibérée où le désordre est entretenu pour servir les intérêts d'une élite prédatrice. Dans cette perspective, l'anarchie devient une ressource économique et politique exploitée pour s'accaparer les actifs fonciers. Le professeur Michel Biza, Unikin, a développé le concept de vampirisation de l'État. Cette théorie décrit une kleptocratie où les ressources foncières sont siphonnées, maintenant l'État dans un sous-développement chronique. Le professeur Biza met en lumière le phénomène d'accaparement des terres par les politiciens. Le contrôle de la terre devient une forme de conflit sur les fonds de la nation. Les fonds verts, forêts, les fonds bleus, fleuves, et les fonds rouges, terres acquises et maintenues par la violence. Ce système repose sur une alliance d'acteurs. Historiquement, les chefs coutumiers ont facilité la vente d'espace, mais ils ont été cooptés par une élite politique qui a industrialisé la prédation. Aujourd'hui, les politiciens dominent le phénomène, orchestrant un système d'extraction institutionnalisé. Ce système est pérennisé par un cadre légal foncier dont l'opacité est fonctionnelle. Les textes sont obscurs et sujets à interprétation, ce qui profite aux trafiquants au détriment des investisseurs légaux. La loi de 1973, en ignorant le droit coutumier, a créé le vide juridique propice au trafic moderne. L'anarchie urbaine est le succès d'un système parallèle et prédateur qui transforme le désordre en environnement profitable pour une minorité. Le chaos est une ressource. L'opération d'assainissement devient un outil stratégique pour reconfigurer le contrôle des terres. L'État utilise sa puissance pour remplacer une illégalité pauvre par une illégalité riche et politiquement protégée. À Kinshasa, des familles construisent avec des documents délivrés par l'État, mais c'est ce même État qui envoie les bulldozers pour tout détruire. Nous enquêtons sur ce paradoxe. Comment l'État peut-il démolir ce qu'il a lui-même autorisé? La scène se répète à Ngaliema et Kintambo. Les pelleteuses rasent en quelques heures le fruit d'une vie. Face à la force publique, des habitants démunis brandissent leur permis de construire et titres de propriété. Ils affirment que ce sont les services de l'État qui octroient ces espaces et les autorisations de bâtir. Pourtant, au nom de la récupération de l'emprise publique et de la prévention des inondations, ces documents sont ignorés. Ce paradoxe est devenu un enjeu politique national. En octobre 2025, le député Steve Mbikayi a porté la contradiction devant l'Assemblée nationale. Il a jugé inadmissible que des citoyens, après avoir investi sur la base de titres officiels, se retrouvent victimes de décisions administratives incohérentes. Sa démarche expose la faillite d'un État qui se contredit. Face à ces incohérences, l'État a changé les règles avec la nouvelle loi sur l'aménagement du territoire, dite loi Luando, entrée en application le 12 août 2025, soit après le début des démolitions. Son innovation principale est la création d'un droit pénal à l'aménagement. La loi incrimine et sanctionne désormais l'inobservance des règles d'urbanisme. L'impact radical de cette loi est son effet rétroactif de facto. Elle inverse les responsabilités. Avant la loi, le citoyen muni d'un titre était victime d'une administration défaillante. Après la loi, l'État peut considérer le titre comme nul car il valide un acte désormais pénal, l'occupation de zones non constructibles. Le citoyen devient un délinquant. Cette loi permet à l'État de blanchir sa complicité initiale en transférant la culpabilité et la perte financière sur le citoyen. Quand la loi punit certains, elle en épargne d'autres. C'est l'injustice sélective. À Kinshasa, les bulldozers ne frappent pas partout avec la même force. Cette section analyse les accusations de traitement préférentiel opposant la rigueur de la loi pour les citoyens ordinaires à la protection des élites.
Sur l'avenue Bypass à Makala, les démolitions de septembre 2025 ont laissé une scène de désolation, jetant à la rue des familles modestes et détruisant leur commerce. Ici, le sentiment d'injustice est cru. Les habitants dénoncent que certains commerces des expatriés ont été épargnés et réclament un traitement équitable. Sur une même avenue, la nationalité semble être devenue un critère d'application de la loi. Le statut d'étranger confère une protection que la citoyenneté n'offre pas. En contraste, le cas des constructions illégales dans les quartiers huppés de la baie de Ngaliema illustre l'inaction de l'État face aux puissants. Une tribune d'octobre 2022 exposait déjà l'incapacité du gouverneur à faire démolir les biens des intouchables. Cette passivité persistait malgré une instruction directe du Premier ministre Sama Lukonde de janvier 2022. Mobilisant pourtant la police et la garde républicaine pour vaincre la résistance. La force, c'est qu'à révèle une hiérarchie non écrite qui détermine qui est épargné. 1. Capital politique, le plus haut niveau de protection, capable de neutraliser les ordres directs du sommet de l'État, cas de Ngaliema. 2. Capital étranger, une protection intermédiaire ironique où l'étranger est mieux protégé que le citoyen, cas de Makala. 3. Citoyen ordinaire, le niveau le plus bas, vulnérable même avec des titres officiels. L'État n'est plus un protecteur, mais un acteur imprévisible. Le sentiment général est amer, on détruit chez les pauvres pour prouver qu'on travaille. Pendant qu'on détruit, les études existent déjà pour reconstruire autrement. La politique de démolition massive apparaît comme un choix politique qui tourne le dos à des solutions expertes, documentées et financées. L'action gouvernementale contredit ses propres partenaires qui financent la reconstruction. Des diagnostics précis existent. En mai 2025, le bureau d'études Urbaplan a remis au gouverneur Daniel Bumba un rapport proposant 3 axes. La réhabilitation du drainage, crucial car le débordement de la Ndjili a tué 165 personnes. La gestion des déchets et la déclaration de zones non constructibles. En octobre 2025, des experts de l'ONG CCAO ont formulé des recommandations fondées sur la nature. Végétalisation des infrastructures, reboisement pour stopper les glissements de terrain, comme en 2022, et infrastructures résilientes. Tous insistent sur la collaboration, une méthode ignorée par la politique actuelle. L'engouement des caisses vides s'effondre. Plusieurs partenaires financent des projets concrets contredits par les démolitions. Banque mondiale, elle finance le projet Kin Elenda, 500 millions de dollars, pour améliorer l'accès aux infrastructures et services. Pendant que la banque finance pour améliorer, le gouvernement démolit pour punir. ONU Habitat, le programme participatif d'amélioration de bidonvilles, PPAB, a prouvé l'efficacité de l'approche collaborative. Si les plans existent et l'argent est là, pourquoi détruire? C'est un choix politique délibéré. L'administration a ignoré la réhabilitation pour se concentrer exclusivement sur la démolition punitive. Ce schéma n'est pas nouveau. Le plan SOSAK de 2013 est resté lettre morte car les 4,7 milliards de dollars nécessaires n'ont jamais été alloués. Aujourd'hui, avec des financements présents, l'inaction est inexcusable. Le problème n'est ni technique ni financier, il est politique. Face au chaos, l'idée de construire une nouvelle capitale gagne en séduction. Mais cette tentation doit être confrontée à la réalité des chiffres. Pour évaluer la viabilité d'une reconstruction par module, type Kilamba en Angola, sur 2000 km² à Kinshasa, le calcul est implacable. Coût, avec 40 phases à 4 milliards chacune, le total atteindrait 160 milliards de dollars. Délai, le projet prendrait 160 ans. Ce coût représente 10 fois le budget annuel de la RDC. Même avec des recettes fiscales optimistes, le retour sur investissement prendrait 266 ans. Le projet est une impasse mathématique. De plus, les défis logistiques, fonciers, absence d'industrie de transformation créeraient une dépendance massive aux importations. La seule voie réaliste, préconisée par les experts, est la réhabilitation progressive, slum upgrading. Cette approche protège les réseaux économiques
des 88,6% de travailleurs informels. Contrairement aux fantaisies à 160 milliards, cette alternative coûte entre 5 et 10 milliards de dollars sur 10 ans. Des montants cohérents avec le plan SOS-SAC, 4,7 milliards, est déjà partiellement couvert par des fonds comme Kin et Lenda. Le débat technique masque l'essentiel. Selon ONU Habitat, l'auto-prise en charge par les ménages est la règle. Le problème est la défaillance chronique de la gouvernance. Construire une nouvelle ville gérée par les mêmes institutions ne ferait que reproduire le chaos à grande échelle. Le choix n'est pas technique, mais exige le courage politique de réformer l'État. Kinshasa vit sa crise humanitaire dans un silence presque total. Alors que des milliers de personnes sont jetées à la rue, l'indifférence internationale est assourdissante. Ce silence constitue un second abandon pour les victimes. Les grandes organisations de défense des droits humains ont des angles morts géographiques. Amnesty International 2024 se concentre sur la prédation minière à Kolwezi et Human Rights Watch 2025 sur le conflit à l'Est. La crise des démolitions à Kinshasa est absente de ces rapports majeurs. Pour ces organisations, la crise du logement n'atteint pas le seuil de priorité des conflits armés. Pourtant, l'action humanitaire sur le terrain révèle les contradictions. L'intervention de MSF à Limete, 2500 victimes assistées, illustre le paradoxe. Des humanitaires soignent les sinistrés que l'État promet d'aider, pendant que ce même État fabrique des déguerpis qui l'abandonnent sans soutien. La crise de Kinshasa, perçue comme des violations administratives du droit au logement et non liées à un conflit armé, tombe dans un angle mort diplomatique. Les victimes se retrouvent doublement abandonnées par leur gouvernement et par la vigilance internationale. Le problème est aussi inscrit dans la géographie. Les bulldozers répondent brutalement à une crise dont les racines plongent dans l'hydrologie et le climat. Les experts du Centre de recherche sur les ressources en eau sont formels. Kinshasa subit deux risques distincts. 1. Les crues saisonnières du fleuve Congo, montée lente et prévisible. 2. Les inondations pluviales locales, provoquées par des pluies intenses qui font déborder violemment les affluents comme l'Andjili et la Lukaya. La majorité des décès récents est liée à ce second type de risque, l'incapacité de la ville à gérer ses eaux de pluie. L'urbanisation exponentielle, la population a été multipliée par 88 en 75 ans, de 200 000 à près de 18 millions. Cette croissance a imperméabilisé les sols, béton, toit, empêchant l'infiltration et transformant le ruissellement en piège mortel. L'accélérateur climatique. Le changement climatique provoque des précipitations plus violentes et soudaines, exerçant une pression immense sur des infrastructures obsolètes. Les solutions techniques sont connues et ignorées. Elles appellent à la prévention, rétablir des zones tampons naturelles le long des rivières, moderniser le drainage pour évacuer le ruissellement et engager un reboisement urbain pour stopper l'érosion. La politique actuelle s'attaque aux symptômes, les maisons, pour mieux ignorer ses racines scientifiques, le drainage. En juillet 2025, la loi Luando promettait un nouvel ordre. Elle introduit un zonage national obligatoire et surtout un droit pénal de l'aménagement qui transforme les infractions urbanistiques en délits. Occuper un terrain interdit devient un acte répréhensible pénalement. Sur le terrain, l'application révèle des contradictions. Le paradoxe chronologique, la loi est entrée en vigueur le 12 août 2025, après le début des démolitions. Elle sert à justifier rétroactivement les expulsions, les victimes sans recours. En criminalisant l'occupation, la loi transforme les victimes, même avec titre, en délinquants, permettant à l'État de blanchir sa complicité originelle. Malgré le texte, l'application est paralysée par trois défis majeurs. Premièrement, l'absence de cadastre fiable, le flou est maintenu car le chaos est une ressource pour les prédateurs fonciers. Secondement, les conflits de compétences, la guerre persiste entre chefs coutumiers et administration. Et pour finir,
les zones de non-droit. La loi est impuissante face au capital politique. L'échec des démolitions chez les intouchables de Ngaliema prouve que la force de la loi s'arrête là où commencent les intérêts des élites. 1 an après Kinshasa et Zobonga, le paysage est marqué par les cicatrices sans reconstruction. Notre enquête conclut à une faillite systémique, résumé ses points, une ville sans pilote, échec, Sosak. La vampirisation de l'État et le désordre comme ressource. Une justice à 2 vitesses et un État qui se contredit. Un angle mort diplomatique et une inertie face aux solutions financées. Kinelenda. Une amnésie urbaine et une gouvernance par la catastrophe. La faillite globale de l'État. Dans cette ville où tout s'effondre, réparer Kinshasa, c'est réparer la confiance. La campagne Kinshasa et Zobonga a projeté l'image d'un État restaurant l'ordre. Notre enquête révèle le contraire. Un État qui punit les citoyens pour sa propre faillite. Démolir n'est pas planifié. Criminaliser les victimes n'est pas gouverner. Sous les ruines, la question n'est pas celle de l'urbanisme, mais celle du pouvoir. Ici, les bulldozers se sont tus. Mais la question reste entière. Qui décide de ce qui doit vivre ou disparaître? Et quel regard aura Kinshasa dans les jours, mois et années à venir? Nous vous souhaitons une bonne continuation.